Si vous êtes un pauvre agriculteur et que vous n'avez qu'un ou deux acres de terre, la seule façon de créer véritablement de la richesse économique est de construire des économies d'échelle. Certains leaders suivent le système. Paul Rice l'a changé. En tant que fondateur et président-directeur général de Fairtrade États-Unis, il a aidé plus d'1 million d'agriculteurs et de travailleurs à gagner des salaires équitables, introduisant Fairtrade dans 200 000 points de vente et générant 1 milliard de revenus supplémentaires. J'ai étudié l'économie et le développement international en licence. J'étais très enthousiaste à l'idée de partir à l'étranger après mon diplôme pour aider. En été 1983, j'ai acheté un aller simple pour le Nicaragua pour aller travailler avec des agriculteurs. Ce voyage a débuté sur le terrain pour Paul, qui a passé 11 ans au Nicaragua à travailler avec des agriculteurs pour bâtir une des plus grandes coopératives de café bio au monde. L'entreprise peut et doit être une force pour le bien. Et l'entreprise ne peut rester en marge face au changement climatique, à la pauvreté mondiale et autres problèmes. Elle doit faire partie de la solution. Bienvenue dans Success Story. Scott 5 Cents Clary, votre hôte. Que signifie être certifié commerce équitable? Quand un produit est certifié commerce équitable, cela signifie que l'usine ou la ferme d'où provient ce produit a respecté cette rigoureuse liste de contrôle de 200 points sur les normes sociales et environnementales, n'est-ce pas? Il est donc sans aucun doute une sorte de référence en termes de responsabilité sociale et de durabilité. Lorsqu'un produit porte l'étiquette de commerce équitable certifié, cela signifie qu'il provient d'un lieu où l'environnement et les travailleurs ont été pris en compte. Maintenant, il y a évidemment une histoire derrière l'origine de cela, et aussi une sorte de votre histoire. Je pense vraiment que votre histoire est fascinante car vous étiez, avant même que cette idée ne commence, donc vous étiez un activiste et vous viviez au milieu de toutes ces petites fermes de café au Nicaragua. C'était il y a combien de temps? Ramenez-moi à cette version de Paul. Oui. Alors, j'ai étudié en économie et en développement international quand j'étais en licence et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de partir à l'étranger après l'obtention de mon diplôme pour aider. Alors, à l'été de 1983, tout juste sorti de l'université, j'ai acheté un billet aller simple pour le Nicaragua et je suis parti travailler avec des agriculteurs. Je me suis dit que je ferais ça 1 an ou 2 pour acquérir de l'expérience avant de rentrer aux États-Unis et faire quelque chose de sensé. J'ai fini par rester 11 ans, donc de l'âge de 22 ans jusqu'à l'âge de 33 ans. J'ai vécu dans des communautés très isolées dans les montagnes du nord du Nicaragua, travaillant avec des agriculteurs, principalement des producteurs de café. Et vous savez, la mission était d'aider ces agriculteurs à se regrouper et à former des coopératives, à essayer de mettre en œuvre de meilleures méthodes agricoles, à essayer de les aider à améliorer leurs revenus. Et c'est en quelque sorte comme ça que j'ai, vous savez, commencé le voyage. Je montais à cheval presque tous les jours à travers ces régions isolées, en forêt de montagne d'un village à l'autre, traînant avec les agriculteurs, dormant chez eux, dormant dans des hamacs, vous savez, mangeant du riz et des haricots 3 fois par jour. Une aventure, bien sûr. Où avez-vous eu l'idée? Parce que, évidemment, les gens font du backpacking, les gens veulent faire du bénévolat de temps en temps. D'où vient l'idée de passer du temps avec les producteurs de café au Nicaragua en particulier? C'est une communauté unique à laquelle s'adresser. Il y avait tout ce processus en cours à l'époque, dans les années 80 au Nicaragua, où les pauvres ont eu accès à la terre dans de nombreux cas pour la première fois. Une grande partie de la pauvreté dans les zones rurales du monde entier est due au fait que les gens n'ont tout simplement pas accès à la terre. Et donc, dans de nombreux cas, ils sont forcés de déménager dans les villes où ils doivent travailler pour 3 $ par jour dans la grande ferme d'autrui. Donc, la question de la terre et de l'accès à la terre est une grande question lorsque nous pensons à la pauvreté mondiale et à comment y faire face. Et donc, au Nicaragua, à l'époque, il se passait quelque chose appelé une réforme agraire. Et il y a eu des réformes agraires partout dans le monde à différents moments de l'histoire.
celle-ci aidait les pauvres à avoir accès à la terre. Et j'avais lu à ce sujet, j'avais étudié cela à l'université. Je me suis dit, d'accord, je veux aller voir cela de près. C'est pourquoi je suis allé au Nicaragua pour être, vous savez, dans un endroit où ils donnaient aux pauvres ce dont ils avaient le plus besoin, c'est-à-dire de la terre, puis de l'assistance technique et, vous savez, de la formation et des outils et du crédit pour les aider à travailler la terre de manière productive. Et vous savez, si vous êtes un pauvre agriculteur et que vous n'avez qu'un ou deux acres de terre, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, le seul moyen de créer véritablement de la richesse économique est de construire des économies d'échelle, ce qui signifie se regrouper avec d'autres agriculteurs de votre communauté. Vous savez, lorsque vous avez 50 ou 100 agriculteurs, alors vous avez assez de terre en production pour acheter un tracteur que vous pouvez partager ou acheter une machine de traitement, ce qui vous permet ensuite de vendre un produit à valeur ajoutée. Ici, aux États-Unis, nous avions et avons des coopératives agricoles. C'est très courant. Vous savez, les oranges Sunkist, vous venez de Floride, vous vivez en Floride. Sunkist Orange est une coopérative agricole basée en Floride. Aux États-Unis, il existe également des coopératives agricoles comme Ocean Spray Cranberries et Diamond Almond. Grâce aux économies d'échelle, il est possible d'ajouter de la valeur aux produits. Et c'est vraiment ce que nous essayons de faire au Nicaragua à l'époque. Et je pense... C'est une excellente initiative. Écoutez. Vous pouvez me corriger, mais c'est une excellente initiative de donner des terres à ces agriculteurs. Même s'ils pratiquent l'agriculture et créent des produits, le commerce équitable résout le problème qu'ils rencontrent, malgré cela. Les acheteurs d'une marchandise contribuent toujours, dans une certaine mesure, à son exploitation. Ils essaient donc toujours de profiter de ces agriculteurs, même si, vous savez, la première étape pour créer de la richesse est de donner des terres. Mais tout à coup, il y a maintenant tous ces autres obstacles et toutes ces autres choses que ces agriculteurs doivent naviguer qu'ils n'ont jamais navigué auparavant. Et peut-être simplement décrire ce que vous avez vécu, même ce que le commerce équitable a finalement été créé pour rectifier et réparer. Mais qu'avez-vous vécu lorsque ces agriculteurs nicaraguayens ont commencé à cultiver des grains de café, je suppose, et comment ils interagissaient avec les personnes qui achetèrent les grains, un peu comme la chaîne d'approvisionnement commercial? Oui, et c'est une excellente question, Scott, et vous avez raison. Vous savez, la sauce secrète d'un commerce équitable et d'autres formes de ce que j'appelle l'approvisionnement responsable, la sauce secrète est l'accès direct au marché par un producteur au marché. Donc, oui, dans le cas du Nicaragua, pendant de nombreuses années, je travaillais avec des groupes d'agriculteurs qui essayaient de produire plus sur un hectare de terre donnée, mais ils vendaient toujours sur le marché local à des intermédiaires qui payaient des centimes sur la livre pour la valeur de ce café. Et vous savez que nous parlons d'agriculteurs. Les agriculteurs avec lesquels je travaillais avaient en moyenne 2 acres. La plupart d'entre eux n'avaient pas d'électricité, donc ils n'avaient pas accès à Internet. Ils ne savaient pas quel était le prix mondial du café. Ils ne connaissaient pas la valeur de leurs propres produits. Et donc, ils négociaient un peu à l'aveugle. Et généralement, un intermédiaire, un acheteur de café, arrivait dans leur communauté avec un pick-up et disait « Hey, à tous, le prix du café aujourd'hui est de 10 centimes la livre. Prenez-le ou laissez-le. Argent cash sur le food. Prenez ce café. » Et puis, bien sûr, l'intermédiaire retournerait dans les villes et le vendrait pour un énorme profit, vous savez. Et donc, ce genre de manque d'accès au marché alors et maintenant enferme souvent les petits agriculteurs familiaux dans un cycle de pauvreté générationnelle. Ils ne peuvent tout simplement pas sortir de la pauvreté parce qu'ils ne peuvent pas capturer la véritable valeur de la récolte qu'ils produisent. Et donc, vous savez, après avoir été au Nicaragua pendant 7 ou 8 ans et travaillé sur, vous savez, divers projets, travailler dans diverses communautés et vraiment ignorer toute cette question d'accès au marché et de prix, j'ai entendu parler du commerce équitable par accident. C'était l'été de 1990 et le commerce équitable était un mouvement qui commençait tout juste en Europe. Et donc, en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres pays,
Les acheteurs qui se qualifiaient de commerçants équitables disaient aux agriculteurs du monde entier: nous vous proposerons un meilleur prix pour votre produit afin de vous aider. Et leur slogan était commerce, pas d'aide, commerce, pas d'aide. Et toute la philosophie était pourquoi envoyer de l'aide pour soulager la pauvreté dans le monde. Si nous pouvons simplement acheter les produits des agriculteurs à un meilleur prix, alors ils peuvent, vous savez, améliorer leur vie par eux-mêmes sans dépendre de l'aide étrangère. Et bien sûr, c'est une conversation très pertinente aujourd'hui qui, vous savez, j'espère que nous pourrons aborder un peu plus tard dans la conversation, alors que nous voyons le gouvernement américain se retirer de l'United States Agency for International Development et de l'aide étrangère dans le monde. Et donc, que faisons-nous? Mais revenons à 1990, pour faire court, après avoir entendu parler du marché du commerce équitable en Europe. J'ai fini par organiser la première coopérative de commerce équitable du Nicaragua. J'ai organisé 24 petites familles de caféiculteurs. Elles se sont réunies. Nous avons rempli un conteneur d'expédition avec du café. Nous l'avons expédié à un acheteur. Ils nous ont payé plus d'1 $ la livre de café. Wow! 1 $ la livre pour notre café à une époque où les intermédiaires locaux payaient 10 cents. Donc, nous avons donné à nos agriculteurs 10 fois plus d'argent cette saison. C'était une petite quantité, c'était un conteneur, mais c'était comme l'étincelle qui a allumé le feu de prairie. Au cours des 4 prochaines années, j'ai aidé à développer cette coopérative à 3000 familles. Nous exportions plus d'une centaine de conteneurs de café la 4e année et les acheteurs du commerce équitable payaient à un tel bon prix que nous avons pu fournir suffisamment de revenus aux agriculteurs pour rester sur leurs terres. Les revenus sont suffisants pour que les agriculteurs conservent leurs terres. Le fait qu'ils restent sur leur terre posait problème. Rester sur leurs terres, scolariser leurs enfants, nourrir leurs familles, apporter de l'eau potable dans leur village pour la première fois. C'était incroyable ce que ces agriculteurs ont pu faire sans l'aide du gouvernement ou des organisations caritatives internationales. Et donc, pour moi, c'était comme une expérience transformationnelle en termes de comment je pensais aux défis de la pauvreté mondiale et de la manière la plus durable et efficace de la traiter. C'est une façon très intelligente de gérer cela. Et je sais qu'à un moment de votre vie, je suppose très tôt, vous étiez anticapitaliste. Vous n'étiez pas d'accord avec ce système dans lequel nous vivons tous chaque jour. Et je ne pense pas que le système dans lequel nous vivons soit la meilleure forme de capitalisme. Donc, pendant cette métamorphose et cette sorte de prise de conscience et la construction de cette coopérative, c'est comme si c'était du capitalisme conscient. C'est la meilleure version du capitalisme. Un capitalisme qui aide réellement. C'est un outil qui est exploité, mais quand il n'est pas exploité, il peut réellement aider une communauté. Il peut aider beaucoup de gens et c'est, je suppose, comment vous avez changé votre point de vue sur la création de ces coopératives et autres. Exactement, exactement. Oui, je veux dire, j'ai vécu dans des communautés rurales pendant si longtemps et j'en ai vu tellement de beaux agriculteurs brillants et travailleurs qui, encore et encore, année après année, étaient laissés pour compte par le marché mondial parce qu'ils n'avaient pas accès à ce marché mondial. Et donc, pour moi, le capitalisme les laissait tomber, n'est-ce pas? Toutes les opportunités sur le marché mondial échouaient ces communautés et ces belles personnes avec qui je travaillais. Et c'était en quelque sorte l'élan me faisait sentir que le capitalisme était le problème. Ce que j'ai appris à travers ce voyage du commerce équitable, c'est en fait, vous savez, nous pouvons organiser les pauvres et les aider à se connecter à des entreprises et à des consommateurs qui se soucient. Et ce modèle de commerce plus équitable peut être véritablement transformationnel pour les agriculteurs et les travailleurs du monde entier. Effectivement, vous avez raison. Je suis devenu un grand partisan du capitalisme conscient. J'ai vu la force des marchés et la force de l'éducation des consommateurs, vous savez, pour aider les agriculteurs avec lesquels je travaillais. Et c'était très important pour moi. Et vous savez, en fait, à ce moment-là, j'étais au Nicaragua depuis 11 ans. J'ai épousé une fille du coin. J'avais un enfant. Tu sais, je portais la moustache. J'étais Pablo, je n'étais pas Paul, j'étais Pablo. Je pensais vivre là pour toujours. C'était une très belle vie, j'étais heureux et épanoui. Et pourtant, tu sais, après 4 ans à la tête de cette coopérative de commerce équitable,
Scott, j'ai commencé à ressentir un appel. J'ai senti que c'était mon devoir de retourner aux États-Unis. Le commerce équitable était important en Europe, mais peu présent aux États-Unis. Je sentais que je ne pouvais pas rester au Nicaragua. Je dois emmener ce mouvement aux États-Unis. Je dois voir si je peux planter la graine. Vous savez, les États-Unis étant le plus grand marché de consommation au monde, voir si je peux aider mes agriculteurs en allant planter la graine du commerce équitable aux États-Unis. C'est ce qui m'a poussé à revenir en 1994 et à créer Fairtrade États-Unis. Je veux comprendre quelque chose parce que vous avez mentionné qu'une grande partie du problème avec la chaîne d'approvisionnement mondiale et le café en particulier, mais je suppose que cela impacte chaque produit que nous obtenons d'un autre pays. Vous avez mentionné que ce premier acheteur, je suppose que je veux regarder qui est le méchant, ou s'il y a plusieurs méchants qui créent cet environnement vraiment dur pour les gens partout dans le monde. Qui est le premier acheteur, les entreprises ou le consommateur, dans votre opinion? Qui est le pire individu qui renforce ce négatif? Vie pour ces agriculteurs? Est-ce le consommateur ou est-ce? Non, je ne pense pas que la plupart des consommateurs soient conscients que les choses que nous achetons nous sont parvenues au détriment des agriculteurs ou des travailleurs qui les fabriquent. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous pensent au travail des enfants dans notre barre de chocolat ou à la déforestation dans le café que nous buvons. Et donc, vous savez, je ne blâmerai pas le consommateur. Et honnêtement, je ne pense pas vraiment en termes de qui est le méchant. Je pense en termes de système de production, de commerce et de consommation mondiaux et comment nous pouvons, vous savez, concevoir un système qui permet à tout le monde de gagner. Parce qu'actuellement, on pourrait dire, dans le commerce international, les agriculteurs sont souvent lésés. Peut-être que l'environnement est endommagé par de mauvaises pratiques agricoles. Alors, comment repensons-nous cela de manière à ce que les agriculteurs puissent mettre de la nourriture sur la table et protéger la communauté dans laquelle ils vivent, protéger l'environnement? Les marques gagnent de l'argent et les consommateurs obtiennent un excellent produit bénéfique. C'est l'essence même du commerce équitable. C'est la création de ce scénario gagnant-gagnant-gagnant dans lequel tout le monde prospère. Donc maintenant, à ce stade, vous revenez aux États-Unis, vous allez trouver comment apporter cette idée aux États-Unis. Et cela signifie, je suppose, commencer avec certaines des plus grandes entreprises du monde qui importeraient le produit. Alors, quel est le cas d'affaires? Parce que je sais qu'il y a l'aspect de se sentir bien. Mais pour changer radicalement et perturber quoi que ce soit quand il n'y a pas de changement culturel à ce stade, lorsque vous revenez vers le commerce équitable, quel est l'argument de vente? Comment le choix des premiers passagers embarqués a-t-il du sens pour eux? Oui, c'est une excellente question. Je veux dire, j'avais vécu une vie au Nicaragua avec ces familles. Quand je suis revenu et que j'ai commencé à proposer le commerce équitable aux entreprises locales, je l'ai simplement présenté comme la bonne chose à faire. Ouais. Prendre soin des agriculteurs et de leurs familles est tout simplement la bonne chose à faire. Et honnêtement, ce point de vue a résonné avec la plupart des présidents directeurs généraux avec qui je parlais à l'époque, mais ce n'était pas suffisant. Pour en revenir à votre point, il faut un cas d'affaires, car c'est ainsi que les entreprises fonctionnent. Ils ne peuvent pas payer plus aux agriculteurs de leur chaîne d'approvisionnement si cela signifie qu'ils vont faire faillite de leur propre entreprise. Il doit donc y avoir une proposition gagnant-gagnant là-bas. Et je pense, vous savez, le premier étape consiste à surmonter cette mentalité de compromis que l'on nous a enseignée, qu'une entreprise peut être rentable ou durable, mais qu'elle ne peut pas vraiment être les deux. C'est ce que je pense que beaucoup de gens croient. Et donc, tu sais, ce qui doit se passer, c'est que un dirigeant, un leader, un consommateur, nous devons au moins envisager la possibilité que nous puissions avoir, vous savez, une entreprise durable qui est également rentable, qui est également extrêmement réussie, n'est-ce pas? De plus en plus d'exemples de ce phénomène sont observés dans l'économie américaine et mondiale. Mais quand j'ai commencé Fairtrade États-Unis en 1998, c'était encore un
peu une idée radicale que vous pourriez être rentable et durable. Et donc, vous savez, le pitch, en réponse à votre question, était avant tout, regardez les données sur l'évolution de la demande des consommateurs. Regardez les données. Ne prenez pas mes paroles pour argent comptant. Il y a une abondance de données qui indiquent que les consommateurs veulent de plus en plus des produits qui les font se sentir bien. Ils veulent des produits qui sont en accord avec leurs valeurs sociales et environnementales. Ils veulent savoir qu'ils ne font pas de mal. Il y a eu tellement de scandales au fil des ans concernant le travail des enfants dans l'industrie du chocolat et la déforestation et les mauvaises pratiques de travail et la destruction de l'environnement, etc. Donc, je pense qu'avant tout, les consommateurs ne veulent pas avoir l'impression que c'est de leur faute si de mauvaises choses se sont produites. Désolé, puis-je dire oui, tout à fait. Oui, je sais, tu ne peux pas Voir. Ce n'est pas un problème. Alors, vous savez, la question devient, vous savez, est-ce que cette demande des consommateurs et ce changement qui, soit dit en passant, nous savons que les millennials et la génération Z ont des attentes encore plus élevées en termes d'attentes envers les entreprises et comment ces entreprises prendront soin de l'environnement et prendront soin des agriculteurs ou des travailleurs. Alors, vous savez, c'est une tendance future. Ce n'est pas juste une mode passagère. D'accord. Alors, comment exploitez-vous cela? Et avec le commerce équitable, vous savez, l'un des avantages du commerce équitable est qu'il s'agit d'une certification. C'est vrai. Ce n'est pas juste une affirmation générale comme « Ah oui, nous croyons en l'équité ». Non, non, c'est une véritable certification. Si une norme existe, les fermes sont auditées selon cette norme, ce qui apporte de la crédibilité. Qui accompagne un produit certifié équitable, n'est-ce pas? Où le consommateur voit cette étiquette et sait « Oh, je n'ai pas à croire l'entreprise, n'est-ce pas? » Un audit indépendant de tierces parties vérifie cette affirmation et les entreprises apposent le sceau sur le produit. J'en ai un juste ici. Voici Café bolivien bio de Trader Joe's avec étiquette certifiée Fairtrade. C'est ainsi que vous savez que ce produit répond à cette norme, ce qui lui confère une crédibilité. Et donc, vous savez, en réponse à votre question sur, vous savez, quel est l'argumentaire, quel est le cas d'affaires pour le commerce équitable, il y en a plusieurs. Mais le premier, je dirais, est répondre à la demande croissante de produits responsables. Répondre à la demande croissante et réussir en tant qu'entreprise en exploitant ce consommateur. La question que je me pose est, en dehors de l'argumentaire pour l'entreprise, quel serait l'un des faits les plus choquants que si quelqu'un savait à propos des produits non équitables, il ne les achèterait plus jamais? Parce que je pense que c'est aussi une partie de cela. L'entreprise, oui, elle se concentre sur le résultat net, mais qui représente le résultat net? Le consommateur. Et si le consommateur savait X à propos du produit non équitable, il ne l'achèterait jamais. Quelle serait cette chose? Eh bien, de nombreuses recherches ont été menées et de couverture médiatique sur le travail des enfants dans l'industrie du cacao en Afrique de l'Ouest. Donc, environ 60% de la production mondiale de cacao, qui est l'ingrédient clé du chocolat, provient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. 60% de la production mondiale provient de ces deux pays. Malheureusement, le travail des enfants est courant. Et ce n'est pas parce que, vous savez, ce n'est pas parce que les parents sont mauvais. C'est parce qu'ils sont pauvres, n'est-ce pas? Les niveaux de pauvreté sont si élevés là-bas que les gens ressentent le besoin, dans certains cas, d'amener leurs enfants au champ. Dans d'autres cas, il n'y a pas d'école locale. Alors, si vous vous dirigez vers les champs, que allez-vous faire de votre enfant de 6 ans? Il n'y a pas d'école locale. Allez-vous laisser votre enfant de 6 ans seul à la maison toute la journée? Non, vous l'emmenez sur le terrain et il finit par aider. Le travail des enfants est un problème sérieux enraciné dans la pauvreté et le manque d'école. Et donc, vous savez, l'un des domaines où nous avons consacré beaucoup de temps et d'attention, et d'autres labels de certification également, c'est comment sortir ces agriculteurs d'Afrique de l'Ouest de la pauvreté et comment pouvons-nous les aider à obtenir un accès à l'éducation pour leurs enfants afin que nous puissions surmonter le problème du travail des enfants.
Et donc, vous savez, l'une des choses que nous avons commencé à travailler avec Hershey il y a plusieurs années, et ils se fournissent dans cette région de l'Afrique. Hershey a un petit programme de commerce équitable. Ils ne sont pas à 5% dans le commerce équitable. Ils font aussi d'autres choses. Ils travaillent avec d'autres certificateurs. Et vous savez, ils essaient de faire la bonne chose. Mais avec le programme de commerce équitable de Hershey, la première chose qu'ont fait les agriculteurs avec le revenu supplémentaire qu'ils ont obtenu, c'est qu'ils ont commencé à construire leurs propres écoles. Dans ces pays, Oui, en Côte d'Ivoire. Au cours de la première année, les communautés où Hershey se approvisionnait ont construit 13 écoles. Maintenant, je parle de simples, petites écoles à 2 pièces, mais c'est toujours mieux que rien, ce qu'ils avaient avant. qui étaient rien. Oui, exactement, exactement. Et donc ensuite, la communauté a négocié avec le gouvernement et a essentiellement dit, nous construirons l'école. Vous fournissez les enseignants. Et le gouvernement a dit, d'accord, nous pouvons faire ça. Wow. Et donc, nous avons fini par mettre des centaines et des centaines d'enfants dans les écoles juste dans les premières années. Et donc, vous savez, c'était un véritable impact en termes d'élimination de l'incidence du travail des enfants dans ces communautés. Et je suis tellement fier de cela. Et je suis tellement fier du consommateur car, en fin de compte, le consommateur, en achetant ces produits, rendait cela possible. Je ne sais pas. Avez-vous vu un produit au chocolat appelé Bark Thins? Je pense que oui. Bark Thins, c'est une marque de Hershey. C'est la marque avec laquelle nous avons travaillé. Et vous savez, tout le monde que je connaissais, je veux dire, cette marque était en feu. Tout le monde que je connaissais achetait des Bark Thin. C'était comme, vous savez, il y a 10 ans. Et ça a vraiment fait une différence. Ça a fait une différence. Cela a permis aux enfants de rester à l'école. C'est complètement dingue. J'ai eu cette discussion. J'ai eu Scott Harrison de Charity Water sur le spectacle. Et évidemment, entreprises très différentes, mais même idées, comme le montant d'argent nécessaire pour faire une différence si folle. Une différence folle dans la vie de quelqu'un à l'étranger est si petit. Comme c'est un si petit montant d'argent, vous incorporez ce programme tout à coup en éliminant le travail des enfants. Maintenant, vous avez accès à l'éducation. Comme du jour au lendemain, comme toute la communauté est élevée, et ce n'est pas vraiment comme si vous étiez, pour reprendre votre point, ce n'est même pas de la charité. C'est simplement faire des affaires de manière éthique. Ce n'est pas drôle. C'est en fait assez triste que si vous faisiez simplement des affaires comme elles sont censées être faites, ils auraient aussi toutes ces opportunités. Donc vous ne faites même pas de collecte de fonds. Vous ne quémandez pas d'argent. Vous vous contentez de faire des affaires comme ici. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et si vous y pensez, si vous le considérez du point de vue d'un consommateur, beaucoup de choses se passent dans le monde actuellement qui inquiètent les gens. Et vous savez, quand nous pensons aux problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espèce humaine en ce moment, en termes de changement climatique et de pauvreté mondiale, et déforestation et la question de l'immigration et tous ces problèmes, je pense que beaucoup d'entre nous ont l'impression que nous nous sentons impuissants face à ces immenses problèmes. Que pouvons-nous faire pour aider malgré notre petitesse? Et il y a tellement de produits là-bas qui ont un certain impact environnemental ou social sur les gens, et donc nous avons vraiment une chance de faire une différence dans le monde de petite manière, n'est-ce pas? Mais chaque fois que nous allons au magasin, et vous savez, écoutez, les entreprises, elles écoutent, n'est-ce pas? C'est l'une des beautés du capitalisme, n'est-ce pas? Les entreprises écoutent leurs clients et répondent rapidement. Et donc, nous allons au magasin et nous achetons un certain type de produit, n'est-ce pas? Parce que cela nous fait nous sentir bien, parce que nous avons un impact sur le monde. Les entreprises commencent à faire plus de cela. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu au cours des 26 dernières années depuis que je dirige Fairtrade États-Unis, vous savez. Nous avons vu des entreprises mais qui auparavant ne comprenaient pas vraiment ou n'y croyaient pas vraiment. Regardez ce phénomène de, vous savez, ce que vous pourriez appeler le consumérisme conscient et dites « Wow, nous ne voulons pas être laissés pour compte. Nous devons nous y mettre. » La seule chose que je pense, approfondissez autant que vous le voulez.
mais je pense que c'est une idée intéressante quand une entreprise n'intègre le commerce équitable ou l'une de ses certifications que pour une fraction de leur gamme de produits totale. Les gens se fâchent-ils? Les gens considèrent-ils cela comme du greenwashing? Comme si vous essayiez de surfer sur la vague, mais que vous ne vous engagez pas pleinement. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une excellente question. Et vous savez, la réalité est le parfait est l'ennemi du bien. J'aimerais voir chaque entreprise mettre en œuvre une forme d'approvisionnement éthique dans 100% de leur chaîne d'approvisionnement, sans aucun doute, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse du commerce équitable ou de quelque chose de similaire, j'aimerais voir chaque entreprise adopter cette approche et aller en profondeur, aller jusqu'au bout. Et dans le cas du commerce équitable, nous avons la chance de travailler avec des entreprises incroyables. Nous avons débuté avec Ben & Jerry's, qui sont passés au commerce 100% équitable. Dans notre programme de certification de vêtements, nous collaborons avec Patagonia, une entreprise presque entièrement engagée dans le commerce équitable. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Le commerce équitable me fait penser à la nourriture. Je pense aux produits alimentaires. Ouais. Nous travaillons avec des vêtements. Nous travaillons avec des meubles. Nous commençons la certification de Veja pour les chaussures de tennis. Ouais. Nous avons donc commencé à nous diversifier au-delà de l'alimentation, ce qui est très excitant. Mais vous savez, mon point de vue est qu'il y a définitivement ce que nous considérons comme des marques phares, comme Ben Jerry's, comme Patagonia et ainsi de suite, qui décident qu'elles veulent aller jusqu'au bout et vraiment faire du commerce équitable la base de leur façon de faire des affaires, la base de la façon dont elles se procurent des produits pour nous. Et cela est évidemment la référence à mon avis et ce à quoi nous aspirons pour toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Pour répondre à votre question sur le cas d'affaires, si une grande entreprise, en particulier une entreprise cotée en bourse, et qu'elle est en quelque sorte redevable à Wall Street, vous savez, s'ils veulent tremper leur orteil dans l'eau du commerce équitable et expérimenter pour voir si ça fonctionne, bien sûr que nous voulons qu'ils l'essaient, n'est-ce pas? Nous voulons leur donner une chance de prouver que le commerce équitable sera bénéfique pour les agriculteurs, les travailleurs et leur entreprise. Et donc, vous savez que cela augmente en quelque sorte le risque que nous soyons perçus comme blanchissant écologiquement ces entreprises. Je vais cependant vous dire, nous signons des accords de certification avec chaque entreprise avec laquelle nous travaillons. Et aujourd'hui, nous travaillons avec environ 2000 entreprises aux États-Unis, de Whole Foods et Walmart à Costco et Safeway et Trader Joe's et Kroger, tous les principaux détaillants. Tout le monde est dedans, là. Et puis, des marques, encore une fois, comme Patagonia et PepsiCo et General Mills et toutes ces marques cool. Donc, dans notre accord de certification, ils s'engagent à nous soumettre tous les textes publicitaires et les textes d'emballage avant leur approbation, n'est-ce pas? Nous avons le droit d'approbation. Donc, si une entreprise nous soumet quelque chose qui semble être une surreprésentation, comme dire « Hey, nous sommes une entreprise de commerce équitable », alors qu'en fait, ils ne font qu'un peu, alors nous n'accepterions évidemment pas cela. Et donc, pour moi, le greenwashing consiste à revendiquer plus par rapport à ce que vous faites réellement, n'est-ce pas? Et nous ne voyons pas d'exemple de cela. En fait, les entreprises sont plutôt timides. À propos de vous, savez revendiquer trop précisément parce qu'elles ne veulent pas être accusées de ne pas mettre leurs paroles en pratique. Et donc, oui, vous savez, dans ce sens, pour moi, le plus gros problème est comment galvaniser le soutien des consommateurs pour soutenir les entreprises qui lancent des produits équitables afin qu'elles puissent les tester et, en fonction des résultats du test, dire « Hey, c'est bon pour les gens, c'est bon pour la planète. C'est positif pour notre entreprise. Augmentons nos efforts. » Par exemple, nous collaborons actuellement avec Walmart. Des tomates. Et Walmart a initialement lancé son programme de tomates, je dirais, il y a 3 ans. Et c'était un projet pilote. Et même si cela représentait un petit pourcentage de leur volume total,
Walmart est devenu immédiatement le plus grand acheteur de tomates équitables au monde, n'est-ce pas? Bien sûr. Et les tomates provenaient de fermes au Mexique. Et vous savez, Walmart a approvisionné ces tomates. Les fermes ont été certifiées. Walmart a acheté des tomates issues du commerce équitable et a payé une prime aux travailleurs agricoles. Les travailleurs agricoles ont investi dans des résultats communautaires vraiment cool, la santé et l'éducation. Et l'étiquette a été mise sur le produit et voici la chute. Les ventes ont augmenté. Chez Walmart, pourquoi on n'entend pas parler de Whole Foods? Je parle des ventes de Walmart. Les ventes de produits équitables ont augmenté par rapport aux tomates non équitables. Et donc, Walmart, voyant les résultats à la fois sur les fermes en termes de bien-être des travailleurs et ensuite en termes de vente, Walmart a dit, eh bien, ce pilote est un succès, nous allons en faire plus. Désormais, il se diversifie dans d'autres produits équitables. Donc, on pourrait soulever la question du greenwashing et demander pourquoi avoir laissé entrer Walmart avec un si faible volume. La réponse est évidente. Ils méritaient de tester le modèle eux-mêmes pour voir si ça fonctionnait. Et devinez quoi? Ça a marché et maintenant, ils en font plus. C'est incroyable. Je pense que les consommateurs sont aussi très intelligents. Je pense que si les consommateurs comprennent qu'un produit est équitable, je pense que les gens qui comprennent ce qu'est le commerce équitable, ils ne font pas l'hypothèse que chaque produit que cette entreprise vend est équitable. Ils regardent et ils voient et ils suivent le parcours. Et je pense que c'est une stratégie très juste parce que l'inverse, c'est de dire, eh bien, Walmart, qui a un impact massif, un impact mondial avec la quantité de produits qu'ils vendent et le volume dans le district, c'est juste fou, non? Juste un colosse. Walmart n'est autorisé à faire cela que s'ils font 100% de leurs produits. Tu sais quoi? Tu viens de manquer une énorme opportunité de prendre une position ferme et rapide à ce sujet. Je pense que c'est une manière très, très intelligente, la façon dont tu le fais. Donc, avec les marques comme Walmart, Whole Foods et Patagonia avec lesquelles tu travailles, tu as clairement des histoires de succès retentissants, en particulier avec Walmart. Tu as aussi des leçons sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Alors, parle-moi je pense que Starbucks en fait partie. En 2008, il y avait une histoire sur la quasi-certification que 100% de son café est équitable. Alors, quelle était l'histoire? Parce que c'est évidemment intéressant, parce que, encore une fois, tout comme une entreprise aussi grande que Starbucks, il est amusant de comprendre comment il fonctionne. Mais quelle était l'histoire? Quelle était la leçon? Et ensuite, quel a été le résultat? Ouais. Donc, évidemment, vous savez, au cours d'un parcours de 26 ans en tant que président-directeur général de Fairtrade États-Unis, je n'ai pas seulement eu des victoires, n'est-ce pas? Je veux dire, je suis vraiment fier des victoires et de l'élan. Mais oui, nous avons certainement eu un certain nombre de coups durs et même des échecs colossaux. Starbucks est une histoire vraiment intéressante et j'en ai effectivement parlé dans le premier chapitre de mon livre « Chaque achat compte homme ». Starbucks a signé avec nous très tôt. Nous avons lancé Fairtrade États-Unis. Nous avons lancé cette certification en 1998 et en 2001, à peine 3 ans après le début de l'aventure, Starbucks a levé la main et a dit « D'accord, nous voulons nous joindre. Nous voulons lancer un café équitable. » Et c'était incroyable, n'est-ce pas? Avoir une marque de cette taille nous rejoindre si tôt. Et cela a créé beaucoup d'élan. Beaucoup d'autres entreprises de café ont rejoint l'effort à la suite de cela. Starbucks a continué d'ajouter des cafés année après année, puis ils ont étendu leur présence en Europe. Je leur en suis très reconnaissant. Starbucks semblait vraiment s'imposer en termes de leadership, de volume et d'impact. Et en 2008, nous étions en conversation avec eux sur comment passer de essentiellement 5% de leur volume total, qui était du commerce équitable à l'époque, jusqu'à 100%. Et ils étaient vraiment sincèrement intéressés par faire de l'approvisionnement éthique une approche commerciale globale. Et vous savez, j'avais une excellente relation avec Howard Schultz, le président-directeur général de l'époque qui a fondé l'entreprise. Et en 2008, Howard et son équipe sont descendus à Oakland jusqu'à notre siège et nous ont rencontrés à 2 reprises différentes
pour entrer sérieusement dans la négociation sur comment pourrions-nous rendre Starbucks 100% équitable. Et comme vous pouvez l'imaginer, je veux dire que cela aurait été un changement de jeu pour le mouvement du commerce équitable et donc nous étions très intéressés, nous étions très engagés autour de vous savez, l'opportunité. À l'époque, nous faisions partie d'une fédération de commerce équitable basée en Europe. Et donc, nos normes étaient liées aux leurs et leurs normes ne nous permettaient pas de certifier de grandes fermes, seulement de petites fermes en coopérative. Et Starbucks s'approvisionnait auprès de fermes de toute taille, des petits agriculteurs et des grands agriculteurs. Et donc, Starbucks a dit, « Hey, c'est assez simple. Si vous voulez que nous allions à 100% équitable, vous devez certifier toutes les personnes auprès desquelles nous nous approvisionnons, à la fois les petits et les grands. » Et donc, notre argument envers l'Europe, envers les alliés européens, était « Hey, nous aimerions certifier les grandes fermes. Cela signifie que le travailleur agricole qui gagne 3 $ par jour, 4 $ par jour en moyenne dans ces fermes, ils obtiendront un meilleur revenu, ils obtiendront un meilleur logement et traitement. Et donc, nous avons vraiment vu l'évolution du modèle comme étant bonne pour tout le monde, pas seulement vous savez, pas seulement pour Starbucks, mais bon pour la mission, bon pour les travailleurs agricoles. Les Européens ont cependant une vision différente du commerce équitable, et ce, encore aujourd'hui. Ils voient vraiment le commerce équitable comme ne servant qu'aux petits agriculteurs familiaux et ne s'attaquant pas aux problèmes des travailleurs. Donc, au final, ils ont dit non, nous n'avons pas pu élargir nos normes assez rapidement pour saisir cette opportunité avec Starbucks. Finalement, nous avons stagné avec Starbucks et ils ont complètement abandonné le commerce équitable. Ils ne font plus du tout de commerce équitable maintenant. Ils ont en quelque sorte développé leur propre, oui, Alta, ils ne font pas de commerce équitable. Ils ont leur propre programme interne. Ce n'est pas audité de manière indépendante. C'est leurs propres normes dont ils sont propriétaires. Et vous savez, ce n'est pas mal. Je veux dire, il y a beaucoup de marques qui ne font rien, n'est-ce pas? Folgers et Maxwell House ne font rien, vous savez, en termes de sourcing responsable. Je ne critiquerai pas Starbucks pour avoir fait les choses à leur façon. Mais vous savez, je pense que l'échec du côté du commerce équitable était de ne pas être prêt à innover et à évoluer assez rapidement. Au final, vous savez, en post-scriptum, nous avons fini par nous séparer de la Fédération européenne du commerce équitable à cause de ce problème. Quelques années plus tard, vous bougez différemment et vous pouvez en quelque sorte prendre votre destin en main. Et je comprends. Et donc maintenant, vous savez, Fairtrade États-Unis a des normes similaires à celles de l'Europe, mais avec, vous savez, l'ajout de beaucoup de différents types de producteurs. Nous certifions donc les fermes laitières, les pêcheries et, comme vous l'avez mentionné auparavant, les vêtements. Et les biens manufacturés? Nous certifions de grandes fermes dans le secteur agricole. Nous certifions des fermes et des usines ici aux États-Unis, pas seulement à l'étranger. Depuis notre séparation des commerçants équitables européens il y a 10 ans, nous avons vraiment mis ce temps à profit. Il ne s'agit pas de poursuivre leur compte ou d'entrer en compétition, mais plutôt d'élargir sa vision. Notre approche, un commerce équitable pour tous. Pourquoi ne pas offrir la possibilité de certification du commerce équitable à tout type de producteurs, fermes, usines ou pêcheries partout dans le monde? C'est la vision. Je pense que c'est une vision très noble, sans rien de mal. Je pense que ne pas se concentrer sur les travailleurs est aussi... Vous devez vous concentrer sur les travailleurs. Les travailleurs sont les membres de la communauté. Dire que seuls les agriculteurs composent la communauté est une affirmation ignorante. Oui, si l'agriculteur se porte bien, mais que tout le monde est encore une fois exploité, pris pour acquis, ce n'est pas bon. C'est ça qui manque le point. Je sais, d'accord. Je souhaite revenir en arrière et vous poser d'autres questions sur le commerce équitable et le capitalisme conscient en général. Mais avant cela, il est très important que vous fassiez la promotion de vos livres. Donc chaque achat compte sortira en avril. Si les gens veulent le lire et ensuite en retirer quelque chose, quel est le message? Est-ce quelques-unes des histoires de votre carrière dans le commerce équitable en général? Y a-t-il d'autres choses qu'ils vont apprendre quand ils le liront?
Ce livre est en quelque sorte l'histoire inédite du mouvement du commerce équitable. Il n'y a donc jamais eu, vous savez, un initié du commerce équitable qui raconte tout sur ce qui se cache derrière l'étiquette. Les victoires, les échecs, les leçons apprises et ce que cela signifie pour les hommes d'affaires et pour les consommateurs. Et j'ai très délibérément écrit le livre dans un style narratif parce que je voulais qu'il soit engageant et pertinent, pas seulement pour les hommes d'affaires, mais aussi pour les consommateurs quotidiens qui sont curieux. Ils ont peut-être entendu parler du commerce équitable sans savoir exactement ce que c'est. Certains ont vu cette étiquette, d'autres non. Mais comme vous avez commencé la conversation aujourd'hui, vous savez, le commerce équitable, vous allez voir comme cette idée, mais vous ne saviez pas que c'était en fait une étiquette et Un standard. et je l'ai compris et tout ça. Et donc, je dirais, vous savez, le message clé de ce livre pour la communauté des affaires est que si vous pensez au capitalisme conscient et comment concevoir un modèle d'affaires qui est vraiment gagnant, gagnant, gagnant pour les gens et la planète et le profit, alors ce livre va vous donner beaucoup de comment faire. Il va vous donner beaucoup de perspectives sur comment vous pouvez intégrer l'approvisionnement éthique, l'approvisionnement responsable et la durabilité dans votre entreprise, que ce soit le commerce équitable ou une autre version, en raison de toutes les perspectives que nous mettons en évidence dans le livre au cours des 26 dernières années d'expérience. Et si vous êtes un consommateur et que vous vous demandez comment vous pouvez faire une différence, ce livre va répondre à cette question, car il montre comment, à des moments clés, la demande des consommateurs a vraiment modifié le comportement des grandes multinationales et les a orientés vers un chemin plus durable parce qu'elles répondaient à votre vote et au mien tous les jours au supermarché. Cela entraîne-t-il des coûts pour l'entreprise et le consommateur? Car en dehors de l'argent, tout le monde va monter à bord. Le seul point de friction pour un propriétaire d'entreprise ou un consommateur est de savoir si cela ne coûte pas plus cher. Et je sais que vous avez mentionné l'exemple de Walmart où les ventes ont augmenté, mais quel est le coût qui absorbe le coût? Les consommateurs, l'entreprise, quels sont les mécanismes commerciaux autour du commerce équitable? Et je suppose qu'il y a probablement beaucoup de malentendus. Mais dites-moi comment cela se passe réellement quand une entreprise et un consommateur veulent tous les deux faire du commerce équitable. Oui. Alors voici le fond de l'affaire. Les approches varient selon les entreprises. Certaines entreprises répercutent le surcoût du commerce équitable sur le consommateur et vous payez un peu plus cher. Beaucoup d'entreprises ne le font pas. Donc, vous savez l'histoire de Walmart que j'ai partagée il y a quelques minutes. La marque clé, la marque de tomates qui faisait partie de cela est une entreprise appelée NatureSweet qui, soit dit en passant, NatureSweet, une de mes entreprises préférées en ce moment, ils ont les petits cônes en forme de volcan, cônes en plastique, et ce sont des tomates à grignoter comme des petites tomates cerises. NatureSweet, à la suite du pilote Walmart, a décidé de passer à 100% au commerce équitable. Désormais, toutes les tomates à grignoter de NatureSweet sont issues du commerce équitable, illustrant ainsi les effets d'entraînement de ce mouvement. Mais dans le cas de Walmart et NatureSweet, ils ont payé la prime aux travailleurs et ils n'ont pas facturé davantage aux consommateurs. Vous vous demandez donc si, en n'ayant pas répercuté ce surcoût sur le consommateur, ils ne perdent pas d'argent. La réponse est non, car ils augmentent leur volume. Ils visent donc le volume et la part de marché. Et c'est ainsi qu'ils voient la rentabilité de ce programme et disent, d'accord, vous savez, nous avons abandonné quelques centimes dans, vous savez, la prime du commerce équitable qui est retournée aux travailleurs, mais cela a été couvert par les volumes supplémentaires, le volume de vente supplémentaire et par l'aura de la marque, n'est-ce pas? En proposant maintenant un produit qui parle vraiment aux consommateurs d'une manière différente. Donc, vous savez, si vous regardez entreprise après entreprise, vous verrez différentes approches de cette question qui couvre le coût de la durabilité. Le commerce équitable inclut cette prime obligatoire, n'est-ce pas? Nous exigeons que toutes les marques avec lesquelles nous travaillons, que ce soit Hershey ou
Walmart ou Whole Foods ou Patagonia, ils payent tous un peu plus que le prix du marché aux agriculteurs ou aux travailleurs. Et c'est ce que la communauté utilise ensuite pour investir dans la santé et l'éducation, et l'eau propre, et l'équité des sexes, et la reforestation, et tous ces résultats incroyables. Donc, c'est une partie de la sauce secrète du commerce équitable. Nous redistribuons plus d'argent aux familles et aux communautés du monde entier. Mais ensuite, la question est de savoir qui paie pour cela. Et vous savez encore qu'une marque le passera à nous. Et ce n'est pas une énorme majoration. Vous savez, en moyenne, cela pourrait coûter 5 de plus, vous savez, si une marque décide de le transmettre. Mais dans de nombreux cas, Scott, ils maintiennent simplement le prix et l'avantage pour la marque devient alors l'image de marque. Eh bien, c'est un point de différenciation. C'est un point de différenciation stratégique. Exactement. Et le volume des ventes? Ouais. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est que lorsque les gens pensent au commerce équitable, ils pensent à la responsabilité sociale, à la durabilité sociale, mais vous y avez fait allusion à plusieurs reprises. Il y a aussi un impact environnemental. Donc, quand vous pensez, il y a tous ces effets d'ondulation positifs, comme un très positif effet papillon en incorporant le commerce équitable. Alors, qu'est-ce qui se passe en dehors de l'amélioration de la vie de ces agriculteurs ou de ces travailleurs? Cela signifie-t-il que vous avez mentionné la déforestation? Je veux comprendre que vous avez également mentionné l'environnement, comme vous avez mentionné les pêcheries. Donc, y a-t-il une source responsable des animaux réels aussi, ainsi que tous ces autres facteurs annexes que les gens ne réalisent peut-être même pas lorsqu'ils achètent du commerce équitable? Quels sont-ils? Chaque expert en durabilité vous dira aujourd'hui que la durabilité sociale et environnementale vont de pair, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas sauver les arbres si vous ne travaillez pas avec les personnes qui vivent dans la forêt. Vous ne pouvez pas sauver les personnes qui vivent dans la forêt à moins que vous aidiez à protéger l'environnement où ils vivent, n'est-ce pas? La durabilité sociale et environnementale sont indissociables. Elles vont de pair. Donc cela se reflète dans la norme du commerce équitable, non? Comme je l'ai mentionné, c'est une liste de contrôle de 200 points de critères sociaux et environnementaux. Environ un tiers de la norme est environnementale. Vous avez raison, la plupart des gens pensent que le commerce équitable aide simplement les travailleurs. C'est vrai, mais nous avons aussi des exigences rigoureuses autour de l'environnement. Par exemple, nos agriculteurs ne sont pas autorisés à couper les forêts autour de leurs fermes. Ils doivent trouver une solution pour préserver la forêt dans et autour de leurs fermes. Il y a une longue liste de produits chimiques qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser, n'est-ce pas? J'allais demander s'il y a réellement un impact sur la qualité de la nourriture également. Absolument, absolument. Nous n'exigeons pas des agriculteurs qu'ils passent au bio. Il existe une longue liste de produits chimiques interdits, mais l'utilisation d'engrais, par exemple, est autorisée. Mais il s'avère qu'environ 70% de tous les agriculteurs équitables sont également certifiés biologiques. Il existe donc un réel alignement entre le commerce équitable et le bio, ce que j'adore. La plupart des agriculteurs avec qui j'ai travaillé au Nicaragua à l'époque ont fini par être certifiés bio. C'est leur manière d'exprimer leur engagement social et environnemental. S'ils ne le sont pas, d'ailleurs, j'allais dire, même s'ils ne le sont pas, vous avez toujours cette liste de pesticides contre lesquels vous certifiez. Donc, si quelqu'un fait ses courses et qu'il ne trouve pas de produits bio, eh bien, il aura toujours moins de déchets en achetant du commerce équitable plutôt qu'en prenant un produit sur l'étagère. Oui, exactement. Et notre norme est plus rigoureuse, dans de nombreux cas, même que la loi américaine. Par exemple, vous pouvez aller à votre Home Depot local et acheter du Roundup pour le vaporiser sur les mauvaises herbes de votre jardin. Les agriculteurs du commerce équitable ne peuvent pas utiliser Roundup. C'est l'un des produits chimiques sur la liste que nous avons jugé si toxique pour l'agriculteur ou l'ouvrier agricole qui l'applique, ainsi que potentiellement pour le consommateur. Nous ne le permettons pas. Donc, ce sont deux choses, n'est-ce pas? On ne peut pas abattre les arbres, on ne peut pas utiliser une longue liste de produits chimiques. Mais il y a aussi toutes ces autres pratiques qui sont codifiées dans la norme du commerce équitable pour protéger le sol et les sources d'eau afin que les deux soient conservés et qu'il n'y ait pas de pollution dans l'eau. Donc, vous savez, il suffit de dire, nous croyons vraiment que la norme fonctionne à la fois au niveau social ou humain ainsi qu'au niveau environnemental.
C'est ce que les consommateurs veulent, n'est-ce pas? Ils veulent voir les deux. Vous avez mentionné cela, vous savez. Avant même de commencer, vous m'avez demandé comment je me sentais par rapport à l'élection et la situation actuelle aux États-Unis. Bien sûr, je viens d'emménager ici il y a moins de 5 ans. J'ai mentionné que personnellement, je suis très chanceux. La vie est belle et le travail est bon. Ça ne m'affecte pas trop. Vous collaborez avec de nombreux groupes dans le monde entier. Vous avez mentionné le United States Agency for International Development et certaines autres décisions que Trump a prises qui, je suppose, ont un impact beaucoup sur le travail que vous faites. Et je ne pense pas que les gens comprennent parce que, encore une fois, les gens voient ces gros titres de nouvelles sur le United States Agency for International Development ou d'autres programmes ou d'autres décisions ou d'autres décrets présidentiels. Et si cela n'affecte pas leur quotidien, je ne pense pas qu'ils puissent comprendre comment cela impacte réellement le monde qui les entoure. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour les gens que vous... Je veux dire, si mes chiffres sont corrects, vous avez reversé plus d'1,2 milliard en revenus équitables aux agriculteurs. Donc, de grosses sommes d'argent reviennent aux personnes qui créent nos biens et nos services, notre nourriture et nos produits. De grosses sommes d'argent. Donc, quel est l'impact des politiques de Trump auxquelles nous n'aurions peut-être pas pensé sur le commerce équitable? Comment l'agriculture et les travailleurs dans le monde sont-ils affectés? Que devrions-nous savoir? Ouais, ben regarde, tu sais, pour moi, cette question autour de l'immigration doit commencer par quelle est la cause profonde de l'immigration illégale? Quelle est la cause profonde? Qu'est-ce qui la motive? Et vous savez qu'il y a un récit selon lequel les personnes qui viennent aux États-Unis sont des criminels. C'est un mythe. Ce n'est tout simplement pas vrai. La plupart des personnes qui immigrent aux États-Unis fuient la pauvreté. Ils fuient la pauvreté ou la répression, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a des gouvernements répressifs au Venezuela et dans d'autres pays d'Amérique latine. Et nous savons, surtout au Mexique et en Amérique centrale, que la pauvreté est très, très sévère. Et cela s'aggrave avec le changement climatique. Quand les ouragans frappent l'Amérique centrale et que les terres des agriculteurs sont emportées, ils prennent souvent la route et immigrent vers le nord par désespoir, n'est-ce pas? Alors, que fait le commerce équitable? En fin de compte, le commerce équitable cherche à fournir un moyen de subsistance durable pour les gens au Mexique, au Honduras et au Guatemala afin qu'ils puissent rester chez eux. Et quand ils peuvent gagner décemment leur vie, ils restent chez eux. Ils restent chez eux, n'est-ce pas? Je veux dire, vous y pensez. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsque ces fermes ont été certifiées équitables et ont commencé à fournir des avantages à ces fermes, le taux de rétention des travailleurs a grimpé en flèche. En d'autres termes, à la fin de la saison, les travailleurs restent d'une saison à l'autre. Ils ne partent pas. Et donc, vous savez, pour moi, c'est un autre indicateur du succès de notre modèle. La rétention des travailleurs fait que les gens restent chez eux à la ferme. Ils trouvent un niveau de vie assez décent qui, vous savez, c'est la meilleure option pour eux. Pour moi, la question centrale dans le débat sur l'immigration est pourquoi les gens quittent-ils leur foyer et comment pouvons-nous les aider à rester chez eux? Je vais ajouter une dernière chose sur ce problème. Oh, désolé. Je voulais juste... Je pense que ce que je veux comprendre aussi, et ensuite je pars, mais pensez juste à ça. Donc, les politiques de Trump sont essentiellement ce qu'il dit, c'est que si vous arrivez ici illégalement, vous ne pouvez pas rester ici. C'est essentiellement ce qu'est la politique. Mais ce que vous dites, c'est que le commerce équitable fait en sorte que les gens n'aient jamais à partir en premier lieu. Y a-t-il des idées ou des politiques qui nuisent au commerce équitable à un niveau mondial? Trump ne dit pas qu'il ne veut pas que vous travailliez dans votre pays d'origine. Il dit juste qu'il ne veut pas que vous restiez ici. Existe-t-il des politiques qui ne soutiennent pas adéquatement le mouvement du commerce équitable? C'était ma seule question. Mais ensuite, désolé, vous pouvez continuer. Vous savez, notre mouvement, le mouvement du commerce équitable, essaie de créer un modèle d'entreprise qui est plus responsable, qui est plus durable et où tout le monde prospère, de l'ouvrier à l'agriculteur en passant par l'entreprise jusqu'au consommateur. Et donc, si vous regardez le courant, si vous regardez la politique
actuellement mises en œuvre en termes de déportation massive. Ce que vous voyez, c'est très probablement la perturbation de certaines des entreprises les plus importantes de notre nation, à savoir les fermes qui produisent la nourriture que nous mangeons, n'est-ce pas? Et j'entends cela maintenant de la part de nombreux agriculteurs avec lesquels nous travaillons ici aux États-Unis, car nous certifions non seulement des fermes et des usines à l'étranger, mais aussi ici aux États-Unis. Et il y a une véritable préoccupation parmi les propriétaires de fermes et les grandes marques ici aux États-Unis que les travailleurs qui vivent et travaillent sur ces fermes et qui, dans de nombreux cas, sont ici depuis 10 ou 20 ans, vous savez, des gens travailleurs et contribuables finiront par être expulsés. Et donc, cela met notre propre production en danger. Nous avons entendu et lu des interviews à ce sujet, non seulement dans le secteur alimentaire, mais aussi dans l'industrie de la transformation de la viande et de la construction, ou dans un certain nombre d'industries où nous dépendons de la main-d'œuvre immigrée. Il existe une réelle inquiétude au sujet des pénuries de main-d'œuvre. Et je pense que l'inquiétude est en partie motivée non seulement par la possibilité que, vous savez, des raids et des gens soient rassemblés et expulsés, mais c'est aussi à propos des personnes qui ont tout simplement peur de sortir. Et donc, vous savez, ils ne vont pas travailler parce que ils ont peur de, vous savez, être vus dans la rue. Donc, je pense que c'est un moment vraiment difficile avec ces politiques pour beaucoup de la communauté d'affaires américaine et certainement il y a des alternatives. Ouais, non, je pensais juste, vous savez, de vous faire un bon point parce que vous ne travaillez pas seulement avec des fermes et des agriculteurs et des travailleurs à l'étranger. Vous travaillez avec des agriculteurs et des travailleurs partout qui créent des produits pour nous, y compris aux États-Unis, qui seront affectés par cela. Ouais, Si vous y pensez, vous avez ajouté un point de plus. À propos de l'endroit où vous voulez emmener l'avenir du commerce équitable. Peut-être penser à continuer d'avancer. Vous venez de fêter vos 26 ans, c'est absolument fabuleux. Félicitations. Ce n'est pas un petit exploit du tout. j'ai commencé l'organisation à l'âge de 15 ans. Ouais, exactement. Non, tu regardes, écoute, t'as l'air super pour 30 ans. Si tu penses à l'avenir du commerce équitable, à mesure que l'organisation grandit, fais-moi savoir où tu veux l'emmener. Mais aussi, quelles sont certaines autres choses, certains autres produits qui t'intéressent à intégrer dans ce programme de commerce équitable. Et l'effet d'entraînement que cela pourrait avoir dans l'industrie de la beauté. J'ai aussi parlé de la transition vers la chaussure. Nous avons donc commencé à travailler avec une entreprise appelée Veja, V-E-J-A, une marque de chaussures de tennis hipster assez cool. Ils sont très enthousiastes à propos du commerce équitable et de la certification de leurs usines. En somme, un aspect de notre théorie du changement consiste à définir notre engagement auprès des institutions les plus pérennes. Et des marques pionnières. Nous les appelons des marques phares dans différentes industries. Et en travaillant avec eux, créer un effet d'entraînement qui amènera les autres à suivre. Donc, vraiment excité à ce sujet. Honnêtement, Scott, j'aimerais voir Fairtrade commencer à certifier l'électronique, n'est-ce pas? Je veux dire. Nous sommes tous tellement attachés à nos téléphones. Et vous savez, les téléphones que nous utilisons sont fabriqués à l'étranger. Vous savez, tant de problèmes de travail et de sourcing avec les ingrédients bruts, les matériaux. Donc, je pense qu'il y a un avenir dans lequel nous certifions les appareils électroniques et les jouets et toutes sortes de produits manufacturés. Mais soyons réalistes, le plus intime que nous avons avec un produit est avec la nourriture que nous mangeons. Et vous savez, oui, il y a suffisamment de preuves et de données indiquant que les Américains deviennent progressivement de plus en plus conscients des implications pour la santé de nos choix alimentaires.
La santé et le bien-être sont une catégorie si grande et importante. Et le commerce équitable, les produits biologiques, les produits non-organismes génétiquement modifiés et des choses comme ça font tous partie de ce mouvement plus large. Et vous savez, les données actuelles suggèrent que plus de la moitié des consommateurs américains recherchent des options plus saines. Ainsi, pour moi, le commerce équitable s'inscrit dans ce groupe parapluie d'une option qui est plus saine, non seulement pour les personnes, le consommateur, mais aussi pour la planète et pour les communautés qui produisent. Je pense donc que nous verrons des marques de commerce équitable dans tous les produits alimentaires possibles au fil du temps. Si vous ajoutez un message à la personne qui écoute ceci et qu'elle veut être plus éthique, des décisions plus éthiques, des décisions d'approvisionnement plus éthiques, des décisions plus durables concernant les produits qu'ils consomment, et rendre le commerce équitable encore plus courant, et l'idéologie derrière le commerce équitable est ce que je pense être très important. Quelles seraient les étapes qu'ils peuvent prendre demain? L'appel aux enchères que vous voulez leur laisser? Vous savez, avant tout, chercher l'étiquette, d'accord? Quand vous allez à l'épicerie ou à un café, partout où, vous savez, nous achetons notre nourriture, cherchez cette étiquette de commerce équitable certifiée sur l'emballage et informez-vous sur, vous savez, ce que ce produit incarne, non seulement en termes de commerce équitable, mais est-il biologique? Est-ce non-organisme génétiquement modifié? Quels autres attributs y a-t-il? Je pense que c'est un peu comme être attentif à nos choix d'achat, vous savez, être réfléchi et se rappeler que tout ce que nous consommons est fabriqué par quelqu'un. Vous savez, tout ce que nous consommons est fabriqué par un agriculteur et sa famille ou un travailleur et sa famille. Et cela a un impact sur l'environnement d'où provient le produit. Et donc, commencer à penser et à faire ses achats avec cet état d'esprit, puis chercher l'étiquette, c'est le plus grand appel à l'action. Vous savez, le titre de mon livre est « Chaque achat compte ». Et je crois vraiment en cela. Et je l'ai vu, excusez-moi, je l'ai vu au cours des 26 dernières années en termes de nos décisions d'achat qui influencent vraiment la façon dont les entreprises se comportent. C'est assez extraordinaire que lorsque les entreprises voient les consommateurs voter avec leur dollar pour un produit équitable, par exemple, les entreprises veulent y participer. Et cela a conduit à une croissance extraordinaire et à des changements dans la façon dont les entreprises se procurent leurs produits et l'impact que cela a. Donc, vous savez, nous avons un pouvoir énorme en tant que consommateurs individuels. Nous avons un pouvoir énorme pour effectuer des changements chaque fois que nous allons au magasin. C'est donc l'appel à l'action. J'adore ça, Paul. Ok, tout d'abord, merci d'avoir fait ça. Je l'apprécie, et j'apprécie aussi la mission que vous menez. Je pense que c'est très noble. Et tu sais, je parle à beaucoup de personnes incroyables, et je pense que pouvoir dire, écoute, à cause de mon travail, à cause de ton travail, tu as provoqué un changement non seulement dans la façon dont nous achetons, mais aussi dans l'avenir de la santé de notre planète, en étant socialement responsable. C'est un énorme mouvement, c'est un mouvement absolument énorme, donc je veux juste dire félicitations, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Ce n'est pas un petit exploit. Tu peux construire une bonne entreprise, mais parfois tu dois penser à comment cela a un impact plus grand que mon propre succès et ma propre richesse, et je pense que démarrer un mouvement, peu de gens peuvent le faire avec succès. C'est une chose difficile à faire, donc bon travail. Merci, Larry, j'apprécie cela, je t'apprécie. Puis-je vous laisser avec une histoire? Oui, je vous en prie, faites comme chez vous. L'une de mes préférées, histoire de mon séjour au Nicaragua, et je raconte cette histoire dans mon livre, concerne une jeune femme nommée Yolanda Rivera. Et Yolanda est la plus jeune fille d'un agriculteur nommé Santiago et de sa femme Hermelinda. Et j'ai en fait une photo d'eux. Ils sont finalement devenus célèbres. L'entreprise de café Pachamama a choisi de mettre les visages des producteurs sur leurs sacs. Voici Santiago et sa femme Hermelinda.
Santiago est très typique d'un agriculteur de café en Amérique latine. Il est né dans une famille de producteurs de café. Sa famille était très pauvre. Ses parents l'ont retiré de l'école après la 2e année parce qu'ils avaient besoin de lui pour aider dans les champs. Donc, il a appris à lire et à écrire. Et il travaille depuis qu'il a 9 ans. Et sa femme, même histoire, elle a étudié jusqu'à la 2e année, a appris à lire et à écrire. Et elle aidait sa famille depuis qu'elle avait 9 ans. Et donc, quand Santiago était, vous savez, un homme plus âgé, il a rejoint une coopérative et ils ont obtenu la certification de commerce équitable. Ils ont commencé à vendre à des acheteurs de commerce équitable et ils ont commencé à obtenir plus d'argent pour leur café. Et l'une des premières choses que son village a faites a été de mettre de côté de l'argent pour créer un programme de bourse pour les enfants de la communauté afin qu'ils puissent rester à l'école, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rencontré une famille n'importe où dans le monde qui ne comprenait pas la valeur de l'éducation comme un moyen de sortir de la pauvreté pour leurs enfants. Vous pourriez vous demander, pourquoi avait-il besoin d'une bourse d'études pour l'école? L'école n'est-elle pas gratuite? Et la réponse est oui, l'école est gratuite au Nicaragua et dans la plupart des pays du monde que j'ai visités, l'école est gratuite. Mais à cette époque, on ne vous autorisait pas à aller à l'école si vous n'aviez pas de chaussures aux pieds. Les agriculteurs pauvres n'avaient souvent pas les moyens d'acheter des chaussures. Vous aviez donc besoin d'argent pour les chaussures, l'uniforme, les livres et d'autres fournitures scolaires. Et donc, ce que nous avons calculé, c'est qu'il fallait environ 200 $ par an pour garder un enfant à l'école. C'était ça. 200 livres pouvaient couvrir les chaussures, les livres, l'argent du bus, tout ce dont ils avaient besoin. Et donc, vous savez, pour toute une génération, des générations d'enfants pour qui 200 était comme un mur. Les enfermant hors d'un meilleur avenir. Alors, que fait cette coopérative lorsqu'elle a rejoint le commerce équitable? Ils ont mis en place un fonds de bourse d'études, 200 par enfant par an. Et ils ont commencé à envoyer leurs enfants à l'école. Beaucoup d'entre eux ont pu aller au lycée. Et la plus jeune fille de Santiago, Yolanda, a été l'une des premières enfants à bénéficier du programme de bourse d'études. Donc, Yolanda, qui, comme il s'avère, est une jeune femme brillante, est devenue la première femme de l'histoire de sa communauté à terminer le lycée. Grâce au fonds de bourse Fairtrade, elle a pu poursuivre ses études à l'université. Alors, elle a continué à l'université, est allée en ville, a obtenu un diplôme en biologie et est rentrée chez elle parce qu'elle se sentait tellement engagée envers sa communauté et tellement redevable à sa communauté. Elle est rentrée chez elle. Elle a trouvé un emploi dans le laboratoire de la clinique locale. Et elle est toujours là à ce jour, au service de sa communauté. Et peut-être encore plus important, servant de modèle pour chaque petite fille de ce village, quelqu'un qui a pu rêver grand, ou pour génération après génération, vous savez, les jeunes filles, leurs rêves sont assez limités. Vous savez, vous devenez la fille d'un agriculteur, puis la femme d'un agriculteur. Et donc, pour Yolanda, de briser la barrière et de continuer et de terminer l'université et de ne pas rester en ville, de ne pas, vous savez, ne pas rester avec les lumières vives, mais de revenir chez elle dans sa communauté. Et vous savez, Santiago et Irmalinda, toute cette famille, je suis très proche d'eux. Chaque fois que je retourne au Nicaragua, je monte et je discute sur leur porche en regardant les champs de café. Et Yolanda passe toujours dire bonjour parce qu'elle vit dans la communauté. Et vous savez, je peux juste voir cette bande de filles là, qui l'entourent chaque fois que je me présente. Et je pensais que, vous savez, les enfants venaient pour le gringo fou qui revenait sans cesse. Eh bien, ils venaient pour passer du temps avec elle. Et j'adore ça. Vous savez, c'est le pouvoir d'un excellent exemple. C'est le pouvoir que vous et moi avons chaque fois que nous achetons du café pour aider des jeunes femmes comme Yolanda à rêver grand et à devenir un modèle pour chaque fille de leur communauté. Magnifique, magnifique. Je ne pense pas que les gens comprennent même l'impact qu'ils peuvent avoir avec une action aussi simple.
Nous essayons toujours de résoudre de grands problèmes, et nous nous sentons toujours si impuissants pour résoudre de grands problèmes, mais une action aussi simple peut avoir un tel impact dans la vie de quelqu'un. C'est une belle pensée, c'est une belle, belle pensée. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur le commerce équitable? Évidemment, le livre sera disponible partout où les livres sont vendus. C'est bien, les gens font ça tout le temps, je veux dire, c'est bien. J'étais tellement absorbé par cette histoire que j'ai totalement oublié pendant une seconde. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur le commerce équitable? Le livre sera disponible partout où vous pouvez obtenir des livres. Amazon, je mettrai un lien dans les notes de l'émission. Y a-t-il des sites web pour le commerce équitable ou pour vous-même? Voulez-vous simplement informer les gens? Cela pourrait aussi être sur les réseaux sociaux, partout où vous voulez envoyer les gens. Oui, absolument. Donc, Paul.org et fairtradecertified.org. Toutes les informations et plus encore. Je pose généralement cette question à la fin pour conclure. Vous pouvez interpréter la question comme bon vous semble. De toutes les leçons et apprentissages de votre vie et carrière, quelle est la plus importante que vous souhaiteriez transmettre à vos enfants? Parce que je pense que c'est généralement une leçon très significative qui vous a vraiment, vous savez, touché profondément. Et cela peut être une leçon de vie. Cela pourrait être une leçon sur le monde, sur le consumérisme, sur le capitalisme, sur l'aide aux gens. Quelle que soit la leçon que vous voulez laisser au public ou un sujet dont nous n'avons pas encore discuté. Quelle serait cette unique leçon de toute votre carrière, de tout votre travail que vous voulez faire savoir aux gens et la leçon la plus importante que vous ayez jamais apprise? Mec, c'est dur. C'est une question difficile. C'est une... Difficile. Puis-je vous donner un nom? Oui, Cool. Oui, Alors, la première leçon est de trouver ton but, quel qu'il soit. Et tu sais, c'est quelque chose que j'ai 2 enfants, un beau-fils, une belle-fille. Et tu sais, ils ont tous les 2 obtenu leur diplôme universitaire et sont maintenant dans le monde. Et dès un très jeune âge, mon encouragement pour eux était de trouver leur but. Et si vous trouvez votre but, votre vie sera bénie. Et pour moi, j'ai simplement eu beaucoup de chance à un très jeune âge de trouver mon but, qui était d'aider les agriculteurs et les travailleurs à mener une vie meilleure. Et cela m'a un peu conduit vous savez, ici à nouveau au Nicaragua et de nouveau ici. Vous savez, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir faire quelque chose qui se sent exaltant et précieux pour le monde. Et donc, je me sens très chanceux d'avoir trouvé mon but. Et je pense que c'est la chose la plus importante, le conseil le plus important que je pourrais donner à quiconque. Deuxièmement, l'entreprise peut et doit être une force pour le bien. L'entreprise ne peut pas rester en marge face au changement climatique et à la pauvreté mondiale et à tous les problèmes. L'entreprise doit faire partie de la solution. Et surtout, si le gouvernement choisit de ne pas être la solution, l'entreprise doit prendre le relais. Et vous savez, encore une fois, c'est une telle bénédiction pour moi de faire partie de ce mouvement du capitalisme conscient et de pouvoir travailler avec des entreprises incroyables qui prouvent que l'entreprise peut être à la fois réussie, durable et utile pour le monde. Donc, c'est mon deuxième message clé. Et vous savez, en passant, toutes les entreprises n'en sont pas là, n'est-ce pas? Donc, c'est un voyage. C'est un long arc, mais nous nous dirigeons vers la justice. Nous allons vers la durabilité grâce à l'aide des entreprises et j'en suis reconnaissant. La troisième chose que je dirais est la suivante. Nous l'avons évoqué il y a 1 minute. En tant qu'individus, vous et moi pouvons faire une différence, même face à d'énormes problèmes. Et vous savez, cette différence que nous pouvons faire par, vous savez, ce que nous faisons au travail ou ce que nous faisons pendant notre temps libre, les causes pour lesquelles nous faisons du bénévolat, les choses auxquelles nous donnons de l'argent. Mais ça, il est également possible de faire une différence à chaque fois que nous allons au magasin. Et c'est mon message clé dans mon livre « Chaque achat compte ».
Chaque fois que nous allons au magasin, chaque fois que nous allons en ligne et achetons quelque chose, nous avons la chance de choisir un produit plus durable qui est bon pour les gens et qui est bon pour la planète. Et vous savez, je ressens juste qu'en ce moment, tellement de gens se sentent impuissants et je veux encourager tout le monde à ressentir votre pouvoir parce que vous avez bien la voix et le pouvoir de faire une différence à travers quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de café ou, vous savez, un T-shirt ou une banane. Vous pouvez atteindre à mi-chemin à travers le monde et exprimer votre grâce et votre bienveillance envers les agriculteurs et leurs familles et leurs enfants. Nous sommes prêts à renverser la situation